Menua nous accueille avec des images de la fin du monde. Un an après la défaite de l'humanité, la plupart des gens sont morts. Les survivants sont devenus des réceptacles pour les monstres. Le dernier héros de la résistance survivante s'est battu. Donner le meilleur de moi-même. Mais les efforts des hommes les plus forts n'ont pas suffi à vaincre les Tortaro, le roi des démons, qui est si arrogant qu'il guérit le héros pour qu'il puisse discuter. Mais malgré la différence de force, Tortaro reconnaît le héros et se souvient même de son nom, Geftir. Tartaro dit que Gephirus, en tant qu'homme le plus fort, devrait comprendre l'attitude du roi des démons à l'égard des êtres plus faibles, et lui propose de rejoindre l'armée du roi, pour quitter la terre et conquérir d'autres mondes, y compris la maison des dieux. Gephir fait semblant d'accepter l'offre de Tortaro. Et il se dit que ce n'est qu'une blague. Et le roi démon veut voir cet homme s'humilier devant celui qui lui a tout pris. Gephir tend la main au roi. Et il se serre la main. Mais le héros prépare quelque chose. Et Tartaro s'en rend compte trop tard. D'un cri inspiré, Gephir prononce un sort d'explosion, qui arrache le bras du démon, et tue le héros, et il s'éteint tranquillement, résigné à la défaite. Mais lorsqu'il se réveille, il est surpris de découvrir que toutes ses blessures étaient guéries et sa cuirasse intacte. En regardant autour de lui, il voit des statues de dieux, mais il n'avait jamais vu de temple comme celui-ci. Gephir suppose qu'il s'agit de l'au-delà, mais une voix mystérieuse le corrige et lui dit qu'il s'agit du niveau inférieur du panthéon des dieux. Une belle fille avec des ailes descend vers le héros. Gephir, quant à lui, tente d'invoquer son épée. Mais pour une raison ou une autre, ça ne marche pas. La jeune fille dit qu'elle s'appelle Mercedo et qu'elle est un ange ancien venu transmettre la volonté des dieux. Sur l'insistance de plusieurs dieux, dont les 3 dieux suprêmes, il a été décidé de donner une seconde chance à Gephir et de le renvoyer dans le passé. Ce qui signifie que le héros peut changer l'issue de la bataille. Mais il y a une condition, il voyagera dans le temps sans ses compétences et son endurance. Mais il conservera sa mémoire. Et comme il avait déjà atteint le sommet de la pyramide humaine une fois, avec ses connaissances, il ne serait pas difficile pour Gephir de le faire à nouveau. Le héros ne croit pas en la bonté des dieux. Et demande ce qu'il en est. Gephir pense au fait que lorsque les démons tuaient les gens par milliers et que les gens priaient de tout leur cœur, les dieux leur tournaient le dos et retiraient même le pouvoir aux prêtres qui pouvaient combattre les démons et prendre le pouvoir aux dieux. Il se rend compte que les dieux ne se soucient guère de l'humanité. Et un ange trahit la véritable volonté des dieux qui réclament du pain et du spectacle. L'ange lui dit que les dieux ont beaucoup aimé regarder-les. Gephir combat les démons pendant 5 ans et va jusqu'au bout, sachant que seule la mort l'attend. À la fin du voyage, ils l'ont même aidé. Mercedo lui demande s'il se souvient de toutes ces heureuses coïncidences. Et, avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Gephir a essayé de tuer l'ange en déclenchant une puissante explosion de mana. Le héros se souvient que lui et sa bien-aimée se sont battus désespérément parce qu'ils voulaient vivre, et que ce n'était qu'un divertissement pour les dieux. Mercedes invoque un pied géant qui enfonce les héros dans le sol, et dit à Gephir de s'asseoir car les dieux les observent. Elle précise également que lorsque les dieux parlaient de choses intéressantes, ils ne parlaient que de Gephir. Les humains n'avaient aucune signification pour eux. L'ange lui explique que s'il prouve sa valeur, il obtiendra tout ce qu'il veut, il peut demander quelque chose pour lui ou pour l'humanité entière. Et parmi les dieux, il y en avait un qui demandait son retour pour une autre raison. C'était Tartaro, le dieu de la destruction. Jusqu'à présent, il n'avait jamais subi de tels dommages de la part d'un humain. Par fierté, il veut tout rejouer. Gephir est perplexe quant au fait qu'il veuille qu'on lui donne une chance pour une raison aussi stupide et égoïste. Angèle demande au héros s'il est d'accord. Et Gephir répond que puisque le bâtard veut mourir, il honorera sa demande. Le voyage dans le temps commence. Le point d'arrivée sera aléatoire. Mais Gephir devrait avoir tout le temps de reprendre des forces. Et les dieux lui offrent un cadeau pour rendre le voyage un peu plus facile. Cependant, le héros a l'idée de se venger non seulement de Tartaro, mais aussi de tous les autres dieux. Et il se rend dans le passé. Gephir se réveille dans une grotte entourée des hommes à moitié nus et en sueur qui sont heureux de ne pas l'avoir coincé. Le héros voit la marque sur l'épaule de l'un des hommes et comprend qu'il est revenu 10 ans en arrière, à l'époque où il servait dans le temple en tant qu'esclave. L'homme à moitié nu dit à Gephir de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas, et Gephir montre qu'il n'a pas peur de ce salaud. Il s'avère que l'ancien héros a pris la défense d'un petit garçon battu par d'autres esclaves. Ces événements ayant eu lieu il y a 10 ans, Gephir n'en connaît pas les détails. Mais il se souvient du don des dieux, et se rend dans un endroit isolé pour le vérifier. Et il lance un sort de découverte d'un avantage particulier. Et voir les dons des dieux. Gephir est agréablement surpris. Certains esclaves remarquent la rapidité avec laquelle Gephir travaille. Et ils le veulent dans leur équipe. Le héros, cependant, reste impressionné par le don des dieux. En ouvrant un avantage particulier. Toutes les informations étaient dans sa tête. Le cadeau s'est avéré être un répertoire des meilleures compétences, y compris celles qu'il ne possédait pas auparavant. Et pendant que Gephir était distrait, le chef d'équipe a remarqué qu'il boitait, et décide de donner une leçon à l'esclave à l'aide d'un fouet. Mais une erreur s'est produite et le héros a saisi le fouet à main nue, et l'a remis calmement au patron. Grâce à son expérience du combat,
Il ne se crispe pas et perçoit les moindres mouvements de l'ennemi. Mais d'une manière ou d'une autre, il n'a pas été égratigné par le fouet qu'il a reçu. Et tout cela grâce à la compétence mur de fer, qui vous permet de niveler complètement les dégâts en dessous de votre propre défense et vous garantit une endurance élevée. Zéphyr est conscient que si vous utilisez vos dons à bon escient, vous pouvez en tirer un grand bénéfice. À la fin de la journée, il rend tout le charbon produit dans la mine. Et tous les équipages obtiennent une note. Les brigades de Zéphyr, et grâce à lui, sont en première position. Selon les règles de la mine, l'argent et la nourriture de l'équipe arrivée en dernière position sont divisés entre la première, la deuxième et la troisième place. Tout le monde se met à prier la déesse Aria. Mais Zéphyr ne partage pas leur enthousiasme. Des trois grandes divinités, Aria est celle qui a le plus d'adeptes et qui est la plus grande créancière. Presque tous les habitants de la région ont perdu leur maison à cause des monstres. Ou, comme Zéphyr, des aventuriers sauvés de la mort par le temple et qui se sont endettés en étant forcés de travailler comme esclaves. Et tant que le héros porte les stigmates d'un esclave, il ne peut pas se déplacer librement, car s'il va quelque part sans permission, son cœur s'arrêtera tout simplement. Le héros décide qu'il doit partir au plus vite. Zéphyr rappelle son Altéo bien-aimé, et promet de la protéger cette fois-ci. Le soir, dans un bar, Malais, pour qui le héros a intercédé, veut offrir une bière à son sauveur, mais Zéphyr n'apprécie pas le geste, et, après avoir écouté un peu le garçon, se rend compte qu'il a été battu pour que leur brigade soit éliminée de la liste des candidats à la dernière place. Zéphyr refuse donc la bière gratuite. Au lieu de cela, il s'adresse au barman, et demande une potion de restauration, pour lequel il ne dispose que d'une pièce d'or et demie. Il décide donc d'emprunter le montant restant. Le petit homme s'écrie alors qu'il est irréaliste de rembourser cette dette, car un or sert déjà à payer la dette, et le salaire de Chata est maigre. Mais Zéphyr s'en moque et affirme qu'il remboursera tout. Si vous buvez beaucoup de potions de régénération, vous pouvez obtenir l'effet caché d'augmentation de l'énergie magique. Si vous buvez ne serait-ce que 10 potions, l'effet sera négligeable. Mais la compétence, secret d'Hermès, que le héros a hérité des dieux, augmente l'efficacité des potions de 500%. Zéphyr se rend compte qu'il ne peut pas gagner beaucoup d'argent à la mine, et commence à préparer l'étape suivante. Il dit avoir entendu parler de la mine monstrueuse et accompagnera un groupe de chasseurs sur le site. Zéphyr prévoit de gagner de l'argent dans les donjons. Lorsque l'un des esclaves découvre le donjon, c'est là que vont les chasseurs. Les chasseurs sont des esclaves doués pour le combat, spécialement sélectionnés pour combattre les monstres. Zéphyr ne comprend pas pourquoi lui, en tant qu'aventurier, a été envoyé auprès des mineurs et eux auprès des chasseurs. Un peu plus tard, le magasin l'informe qu'il a dépassé sa limite de crédit journalière. Le héros réfléchit à ce qu'il doit faire maintenant, et la plus gentille des nonnes lui propose un prêt, en laissant un reçu de ses organes en garantie. Zéphyr est immédiatement d'accord, et utilise tout l'argent du crédit pour acheter une potion de récupération. Et même la nonne dit qu'il est vraiment fou. Je veux dire un vrai homme. Le héros a bu suffisamment de potions de récupération, et dit qu'il est prêt maintenant. Il est accueilli par des chasseurs, qu'il mène au donjon. Zéphyr rencontre le commandant de l'équipe d'éclaireurs, Goth, et ses subordonnés, Dal et Mark. Les deux derniers lui sont inconnus, mais il connaissait Goth avant sa renaissance. La dernière fois que Zéphyr a été transféré aux chasseurs, c'était un mois après cette sortie, à laquelle il n'a pas participé, et Dal et Mark ont été tués. Fort de ces informations, Zéphyr a trouvé un moyen d'utiliser ses pauvres âmes. À l'arrivée des chasseurs et du héros, rencontre les Pom-Pom Girls, qui relient les fils à tous les membres du groupe, y compris le Zéphyr. Ces fils sont des bracelets magiques qui apparaîtront si quelque chose arrive à l'un des membres du groupe. Et le groupe entre dans le donjon, s'enfonçant de plus en plus profondément dans la grotte. Les chasseurs tombent sur Cobalt, qu'ils sont distrayants, Pierre, et attaqués par derrière. Sans quitter, les chiens Navashi n'ont aucune chance. Une équipe de nettoyage est formée sur la base des renseignements reçus, qui est censée éliminer tous les monstres. Il s'agit d'une procédure de balayage standard. God dit que ce donjon a déjà été défendu par une équipe de balayage, et il semble que les monstres qui n'ont pas réussi à sortir se sont cachés et ont attendu un peu dans une autre partie de la grotte. God suggère que Dal et Mark ne se présentent pas à l'équipe de balayage, et de nous occuper nous-mêmes des monstres les plus faibles. Les garçons désapprouvent une telle insouciance et disent que c'est trop dangereux. Mais God a un plan. Il demande à Zéphyr d'aller chercher quelque chose. Et le héros arrache les fruits et les feuilles de l'actinidia. Si vous les mélangez à de la merde de cobalt, ça sent comme une femelle en chaleur. L'odeur est forte. Les cobalts peuvent le sentir à 100 mètres de distance. Et voici ce qui se passe. Les cobalts sont piégés. Et les garçons s'émerveillent de l'intelligence de leur capitaine myope. Mais c'est en fait Zéphyr qui a poussé Goth à se lancer dans cette aventure. Dans une vie antérieure, lorsque le héros était chasseur, il a rencontré Goth, qui a toujours voulu se distinguer, mais n'en a jamais eu l'occasion. Tirez parti de vos connaissances. Zéphyr a éloigné Goth des oreilles supplémentaires, et lui a dit qu'il était déjà venu seul et qu'il savait qu'il n'y avait que quelques cobalts. Et dit à Goth qu'avant d'être esclave,
Il était un aventurier, et que son métier était l'exploration. Goth hésite. Mais quand Zéphyr, profitant du désir de Goth d'être plus respectueux, a dit que la décision revenait au commandant, Goth a immédiatement accepté. Il s'est rendu compte qu'avec un homme comme Zéphyr dans son équipe, il est évident qu'il peut obtenir des aveux. Goth dit qu'il parlera en faveur du mineur et lui donne le couteau. Goth comprend parfaitement pourquoi Zéphyr lui est si soumis, mais il s'en moque. Il considère sa nouvelle rencontre comme une opportunité. Au bout d'un moment, le groupe de chasseurs avait déjà purifié la majeure partie du cobalt. Il est vrai que la qualité des pierres magiques obtenues à partir de monstres aussi faibles laisse à désirer. Mais le triomphe des scouts ne dure pas longtemps. Ils tombent sur des restes d'animaux sauvages. Mais il s'avère qu'il s'agit d'os de cobalt. Et la chose qui a laissé ces os se jette sur Dal, l'attrape avec son énorme patte, et lance dans le mur. Marc crie à tout le monde de se mettre à l'abri dans son dos, et active une barrière qui retient même les coups d'un chef ORC. Mais la créature attaque le groupe, s'avère beaucoup plus fort que le chef et transperce le bouclier de Marc, l'envoyant voler. Goth se rend compte qu'il est le prochain sur la liste. Le monstre attaque Goth avec sa puissante queue. L'équipe des Pom-Pom Girls s'en aperçoit. Que 3 bracelets se sont brisés en même temps, signalant qu'il était arrivé quelque chose aux membres de l'escouade. Et se demande ce qui se passe dehors. Voici ce qui se passe. Le go blessé protège Zéphyr grâce à la compétence mur de fer. Mais même avec cette compétence, le héros subit des dégâts, car la créature qui l'a attaqué est un prédateur. Il se fait passer pour l'enfant d'autres monstres. Lorsqu'il devient assez fort, il mange ses parents. Zéphyr prend la lance de Goth, et parle le plus calmement possible. Qu'il va faire quelques étirements. Il dit qu'il donnera au prédateur un dernier souhait, et lui demande comment il veut mourir, tout en activant la capacité numéro 3. Il s'agit en fait d'une clé qui ouvre un coffre-fort magique d'où l'on peut récupérer à tout moment et en tout lieu les objets qui y ont été préparés à l'avance. Le héros sort un chiffon et une herbe de cœur de dragon qui a un effet calmant. Il dit à Goth de se retenir. Passe le chiffon en attachant sa main à la lance. Goth dit que Zéphyr n'est même pas un combattant, et le laisser mourir, mais sa fierté ne lui permet pas de se cacher derrière le dos d'un mineur. Mais soudain, une peur animale retient son corps. Cela est dû à la compétence de prédateur, qui paralyse la victime par la peur. Goth s'est souvenu, alors que son directeur lui parlait des prédateurs. Ces victimes sont paralysées par la peur. Ils ne peuvent même pas fermer l'œil. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de regarder et d'attendre qu'ils viennent à eux. Mais au lieu de leur mort, Goth, surpris, observe une situation très différente. Il voit Zéphyr combattre le traître. Les compétences du monstre n'ont aucun effet sur le héros puisqu'il a mangé l'herbe sédative. Et grâce à la poêle d'Hermès, qui donne plus 500% aux effets des potions, l'effet est encore plus fort. Zéphyr se dit que parmi les capacités spéciales de Deviati reçues des dieux, il n'a qu'une seule arme, et c'est qu'elle consomme beaucoup de mana. Il ne peut donc pas l'utiliser maintenant. Mais un don particulier permet de s'occuper de ce chien. C'est le poison puissant du 72e roi des poisons Fad numéro 66 Veril. Dans une vie antérieure, Fad a raconté au héros cette recette, qu'il a reproduite toute sa vie. Fad se sépara facilement de la recette lorsqu'il réalisa que la fin du monde était arrivée. Et si son poison tue le plus de monstres possible, il sera content. Zéphyr parvient à blesser le prédateur avec sa lance, lubrifiée par le poison le plus puissant, ce qui cause à la créature une douleur sauvage. Le héros n'a plus qu'à attendre 3 minutes et le poison se répandra complètement dans le corps du monstre. Lorsque le prédateur frappe Zéphyr avec sa queue, et le jette contre le mur, il se rend compte que ce seront les 3 minutes les plus longues de sa vie. Puis il lance une fiole de poison dans la bouche ouverte du monstre, et esquive la morsure. Les attaques persistantes de Zéphyr se poursuivent, et manquent de se faire percuter par une autre queue. Mais il l'intercepte juste à temps, et s'élève dans les airs, en se plaçant derrière la tête du monstre. Il plante la lance en plein dans l'œil et le brise, en essayant de frapper Zéphyr. Il saisit un éclat de lance et se l'enfonce dans l'œil. Puis sort un couteau, qui poignarde immédiatement l'œil du prédateur. Le monstre s'agite dans tous les sens, et Zéphyr se retire presque. Mais il est maintenu en place grâce au couteau, et saute ensuite sur la tête du monstre. Et tous les préparatifs avec l'énergie magique étaient justes pour ce moment. Utilisez la technique de la gestion magique de l'énergie. Le héros déclenche une décharge de mana, et réduit en poussière le crâne du traître. Goth, à peine vivant, observe cette image, se souvient de ce qu'il pensait de Zéphyr et réalise qu'il s'est trompé en le sous-estimant. Il se rend compte que Zéphyr aurait tôt ou tard atteint le statut et le respect sans lui. Mais comme il s'agit d'un mineur ordinaire, il avait besoin d'un billet d'entrée dans les souterrains, ce que Goth s'est avéré être. Zéphyr jette un coup d'œil à l'assassin et lui dit qu'il faut qu'ils discutent. En même temps, ailleurs, nous voyons une image brutale. 2 vaillants combattants du temple ont attaqué des ecclésiastiques soupçonnés d'adorer le diable. Les pauvres gens sont en larmes et le supplient de les croire. Mais cela n'a aucune incidence sur la décision des hommes. D'un seul coup, le tonnerre de Morgenstern transperce la tête de l'hérétique présumé.
de la bouche duquel sort un mille-pattes après la mort, qui est explosé par le second moine. Et maintenant, ils sont sûrs de ne pas s'être trompés. L'Inquisition fait alors venir le mille-pattes et rapporte ce qui s'est passé. La conversation avec le chef de l'Inquisition nous apprend que, dans un mois, l'Église prépare un raid très important et qu'il est nécessaire de se débarrasser de tous les hérétiques avant cette date. Et nous sommes ramenés à notre héros, qui est déjà en RH avec Goth. Goth est sur le point de l'intégrer à son équipe de chasseurs. Et le greffier, l'informant de tous les risques, lui précise que si Zéphyr fait quoi que ce soit de mal, il sera tenu responsable de ses actes en tant que commandant. Mais Goth accepte volontiers toutes ces conditions. Il se rend compte qu'avec Zéphyr, c'est lui qui s'en attribuera tout le mérite. Hier, dans le donjon, Zéphyr a demandé à Goth de ne pas dénoncer le traître. Goth a immédiatement demandé s'il allait collecter des cadavres de monstres. Ce à quoi Zéphyr répondit qu'il ne voulait que le cadavre du traître, et que Goth devait l'informer que ce n'était qu'un repère de cobalt. Si le héros fait savoir à Goth qu'il a tué le traître, il sera promu, mais il ne gagnera pas plus d'argent. Mais s'il vend secrètement les matériaux provenant du cadavre du monstre, il y aura assez d'argent pour clôturer le prêt. Goth rappelle au héros que le groupe de soutien lui enverra des gens et qu'il ne pourra pas sortir le cadavre sans se faire remarquer. Ce à quoi Zéphyr répondit par un sourire. Pose sa main gauche sur le monstre. Et active la troisième capacité des dieux, consumant complètement le corps du monstre sous l'espace. Goth s'étonne que 3 petits objets puissent se glisser dans cet espace. Et Zéphyr a réussi à y enfoncer un traître entier sans même une trace de sang. Zéphyr demande à Goth s'il veut une promotion. Goth peut prendre tous les honneurs et les lauriers et les répartir entre les membres du groupe, tandis que Zéphyr s'occupe des cadavres. Goth pense que Zéphyr et lui forment une symbiose parfaite. Zephyrus se dit qu'en vendant le traître, il réglera toutes ses dettes, mais qu'il ne quittera pas encore le temple, car il y a encore des affaires à régler. Dans un mois environ, les chevaliers du temple effectueront un raid important. Ils doivent trouver un objet qui fera trembler tout le continent. Zéphyr veut s'approprier cet artefact par tous les moyens pour changer l'avenir. Le personnage est déjà enregistré comme chasseur. Et dit qu'il n'a pas pu participer au grand raid la dernière fois parce qu'il est devenu chasseur par la suite. Mais qu'il a maintenant une chance et qu'il devra travailler dur. Le héros a un plan brillant, mais le problème est qu'il ne sait pas quand l'exécuter. Ses réflexions sont interrompues par Goth qui lui demande de se rendre au service des approvisionnements. Et il se rend à l'infirmerie pour signaler que Dal et Marc ont survécu et sont en train d'être soignés. Pendant que Goth s'époumonait, les mêmes voyous qui avaient tué les hérétiques au début du chapitre passèrent devant eux. Goth les a repérés et, paniqué, a fait s'incliner Zéphyr devant eux. Ces personnes sont des esclaves de l'inquisiteur de l'hérésie, mais même en considérant qu'elles sont des esclaves, elles devraient être traitées comme des personnages importants. Puisque sous le prétexte de trouver l'hérésie, ils peuvent tuer qui ils veulent sans aucune conséquence. Le plus répugnant d'entre eux est Saak. Il a rejoint l'Inquisition juste pour tuer des gens. Saak, comme s'il entendait Goth, appelle les garçons, et se dirige vers eux. Il tourne son attention vers Zéphyr. Goth tente d'en assumer l'entière responsabilité et déclare qu'il est le commandant du Zéphyr et que s'il y a des problèmes, c'est de sa faute. Mais Saak lui dit de se taire, et libère Laura d'un assassin. Goth tombe immédiatement dans un état de peur, mais Zéphyr reste debout, confiant. Saak dit qu'il en est sûr maintenant. Zéphyr est juste là, mais on le voit tout de suite. Qu'il n'est pas méchant. Ce n'est pas évident pour les autres, mais Saak se rend immédiatement compte que Zéphyr est un artisan hors pair. Mais malgré sa maîtrise, Saak pense qu'il peut facilement le manipuler et décide de lui poser quelques questions. Zéphyr pense que Saak lui saute dessus pour rien et veut maintenant le frapper au visage. Saak et Zéphyr se tiennent comme des héros de western avant une fusillade. Le silence est interrompu par la question de Saak. Il demande si Zéphyr sait quelque chose sur les adorateurs du dieu démon. Notre héros sait tout de ces salauds. Traître à l'humanité, adorateur de Tortaro, à cause duquel le peuple est sur le point d'être vaincu. Ils sont maintenant connus comme de vulgaires hérétiques. Saak affirme qu'ils sont différents des gens ordinaires. Et on lui attribue le mérite d'avoir vu ces différences d'un demi-œil. Mais maintenant son instinct lui hurle à quel point Zéphyr est dangereux. Saak pointe son couteau vers lui. Maintenant, en tant qu'inquisiteur exécutif, il dirigera l'interrogatoire. Et tout ce que Zéphyr dira ou fera pourrait être utilisé loin d'être en sa faveur. Le héros demande nonchalamment s'il est possible de se renseigner avant l'interrogatoire. L'acolyte de Saak essaie de dire quelque chose, mais Saak passe la parole à Zéphyr, qui demande s'il peut changer le lieu de la conversation, parce qu'il y a trop de monde ici. En souriant, Zéphyr dit qu'en cas d'inconvenance, le PDG de l'Inquisiteur pourrait se retrouver dans une position très inconfortable. Saka est excité par l'audace de Zéphyr. Il se met en position de combat, et un sceau magique se forme autour du héros. Cette compétence est un champ rouge dont la force dépend du nombre de personnes affectées par le sort. Renforcement des alliés. Zéphyr dit que c'est très intéressant, et agite les bras avec nonchalance, et se met en position de combat. Selon Saak, il est préférable d'observer d'abord son adversaire, mais se lève immédiatement de son siège en criant que c'est ce que pense n'importe quel imbécile.
et s'effondre sur Zéphyr. Pensant qu'il était invulnérable au champ rouge, Saak lance une série d'attaques agressives sur son adversaire. Mais Zéphyr repousse ses attaques à main nue. C'est alors que Saak s'élance brusquement. Mais le héros le reflète facilement. Contre-attaque le fanatique, le frappant presque au front. Saaku doit faire un saut périlleux arrière. Et il réussit à contrer la jambe de Zéphyr avec un joli coup de pied bas. Il pense déjà avoir gagné ce combat. Mais après avoir réfléchi un peu mieux, il se rend compte que « je n'ai pas touché une jambe, mais un morceau de fer ». Le poing écrasant de Zéphyr. Powers lance une série de coups de poing rapides comme l'éclair au visage et au corps de Saak. Il tombe alors dans l'inconscience. Goth alerte héros sur une attaque agressive de la droite. Et Zéphyr est frappé par un Morgenstern, qu'il parvient à bloquer. Et recule de quelques mètres. Le bandit Morgenstern demande à Zéphyr de jouer avec lui. Le héros est surpris qu'un grand gaillard nommé Flel puisse parler, et lui conseille de le faire plus souvent, sinon il aura l'air d'un chien que Saak a élevé. Furieux, Clill frappe avec sa masse hérissée de pointe, et fait voler en éclats le sol en pierre. Les passants tentent d'esquiver les pierres qui volent dans toutes les directions. Goth commence à se rendre compte de la puissance de Zéphyr. Il avait peut-être abattu le traître dans le donjon, mais ici, il s'était occupé de Saak en un clin d'œil. Et même maintenant, avec Flel qui frappait le Morgenstern au sol de toutes ses forces. Zéphyr rebondit sur chaque rocher. Goth pense qu'avec ce scénario, Zéphyr pourrait gagner, et Saak brûlera de honte à son réveil. Et sa fierté ne lui permettra pas de le signaler à l'Inquisition. Goth crie à Zéphyr de continuer à avancer, car s'il perd, Goth sera pris avec lui comme complice. C'est alors qu'un homme blond intervient dans la conversation et dit que l'ami de Goth n'a pas de chance. Bien qu'il parvienne à repousser toutes les attaques comme un fou, il est bloqué depuis plusieurs minutes. L'élu parvient à saisir les bras de Zéphyr avec ses chaînes. Tant que le champ rouge fonctionne, ces bâtards deviennent de plus en plus forts. À son réveil, Saak blesse les héros dans le dos, et dit qu'il va faire regretter à Zéphyr d'avoir demandé à être jeté en prison. La cuisine de Saak, et s'élance avec une rapidité incroyable, se déplaçant à des vitesses inhumaines. Il parvient à blesser Zéphyr en lui assénant un léger coup de poing au visage. Le fanatique inventé prétend qu'il est maintenant renforcé à 80% et qu'aucun trucage ne fonctionne sur lui. Fou de rage, il hurle à Zéphyr de mourir dans d'atroces souffrances, lui infligeant des dizaines d'entailles. Mais soudain, quelque chose apparaît devant son visage. Il s'avère que c'est le poing de Zéphyr, qui l'enfonce dans le sol. Saak est déjà en train de perdre connaissance. Mais Zéphyr l'attrape par les cheveux, et lui assène un coup de genou en plein visage tout en critiquant leur travail d'équipe. Le fléau insulte le héros, et lui rappelle qu'il le combat lui aussi, en le tirant par ses chaînes. Mais ce qui dérange Zéphyr, c'est que, pourquoi un gars de sa taille se tient sur la ligne de touche? Et il a peur de s'approcher. Le héros dit que si ses subordonnés avaient fait preuve d'une telle cohérence dans une vie antérieure, il les aurait déjà achevés. Il resserre encore plus les chaînes autour de ses mains et utilise sa compétence de combat pour contrôler la magie d'amélioration. Et arrache le Morgenstern à Flel, écrasant les visages de tous ceux qui tentent d'atteindre le champ rouge. Les témoins oculaires des événements assistent muets et choqués à la suite des événements. Saak, humilié, demande qui est Zéphyr. Le héros répond qu'il devrait y avoir des questions plus intéressantes lors d'un interrogatoire, et qu'en fin de compte, il était simplement curieux de savoir qui il était. Mais même à cette question, Saak n'a pas le droit de connaître la réponse. Pendant ce temps, derrière la bagarre, observe le rouquin qui dit que Zéphyr a été envoyé par le même homme.